En tout cas, merci d'être venu, même si malheureusement les bancs sont un petit peu clairsemés. Je vais vous parler d'immobilier, mais avant de commencer, 3 mots sur la Française. Parce que comme vous l'avez vu, la Française a un nouveau logo. Alors je ne sais pas très comment vous l'expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, nous avons une société qui est basée sur 4 piliers. Le premier de ces piliers, c'est le pilier historique, j'allais dire, de la Française, l'UFG, le pilier immobilier, la gestion de valeurs immobilières et d'immobilier physique. C'est notre métier premier, nous gérons dans ce domaine une dizaine de milliards. Le deuxième métier, le deuxième pilier, ce sont les valeurs mobilières. La gestion est issue de la société La Française des Placements, avec laquelle nous sommes rapprochés il y a maintenant quelques années, et avec laquelle nous gérons maintenant une trentaine de milliards d'actifs. Et puis deux métiers un petit peu plus récents. Le premier, c'est le métier de structureur, LFGIS, qui est depuis maintenant 1 an et demi une de nos expertises. Et nous vous proposerons, vous le verrez tout au long de l'année, ce type de produit. Quatrième activité, c'est une activité d'incubation, puisque depuis quelques années, nous avons mis le pied à l'étrier, ou en tout cas aidé quelques sociétés de gestion à se développer. Et parmi elles, vous en connaissez forcément quelques-unes. Vous avez Mandarine, vous avez Conviction, vous avez FCP Mon PEA, Ginger. Voilà, ce sont des sociétés avec lesquelles nous travaillons. Alors aujourd'hui, évidemment, nous allons vous parler que de la première partie, la partie immobilière. Philippe et ses équipes, quand on prépare les universités Norcia, nous demandent toujours d'essayer de vous proposer des solutions atypiques, des approches différentes. Vous donner des clés qui vous permettent d'ouvrir d'autres portes, mais tout en conservant toujours à l'idée que la première chose à faire, c'est d'essayer de vous aider à développer votre activité, l'améliorer. Et donc, nous, on a une conviction à la Française depuis très longtemps maintenant, une conviction forte, c'est que la SCPI n'a jamais été aussi importante et inévitable dans les allocations d'actifs que vous pouvez mettre en place. C'est un produit qui reçoit un vrai succès de la part des investisseurs. C'est le moins qu'on puisse dire. On a battu l'année dernière notre record de transactions, puisqu'on a fait 24 milliards. Enfin, quand je dis on, c'est évidemment pas la Française, mais l'ensemble des acteurs. 24 milliards de transactions l'année dernière. Et donc forcément, ça reçoit un vrai succès parce que la SCPI, c'est, je crois, aujourd'hui un produit qui correspond parfaitement à l'objectif premier ou un des objectifs premiers de vos clients, qui est la préparation de la retraite, la distribution de revenus complémentaires. Et puis, la SCPI a un couple rendement-risque qui est incroyablement attractif aujourd'hui, et les performances qui ne se demandent pas, puisque sur une année, sur 5 ans ou sur 10 ans, les performances de la SCPI ont été très intéressantes. Pour vous donner un petit chiffre, le TRI d'une SCPI comme épargne foncière sur 10 ans se situe entre 9 et 10. Donc forcément, ça ne peut qu'intéresser vos clients. Alors, on a une conviction, en revanche, on a une certitude, c'est qu'il faut que ce produit évolue, et qu'il évolue notamment en termes de possibilités d'investissement, de champ d'action en termes d'investissement. Les raisons sont simples. La première, c'est évidemment la diversification, puisque aujourd'hui, pour prendre un comparatif, personne n'imaginerait proposer une allocation d'actifs, une gestion de portefeuille à un client qui ne soit investi qu'en valeur française. Eh bien, c'est un petit peu l'idée que l'on a aujourd'hui sur l'immobilier industriel et commercial. L'autre raison, c'est que les marchés immobiliers européens sont très décorrélés, à la différence des marchés boursiers. Pas facile à dire, surtout après une soirée difficile. Les marchés boursiers européens, eux, sont généralement assez corrélés. Quand le marché boursier français monte ou baisse, en règle générale, les petits voisins font la même chose. Et ce n'est pas du tout pareil en immobilier, puisqu'on a des cycles, on a des moments d'investissement qui sont différents, et ça va nous permettre d'aller sélectionner, au gré justement de ces cycles, des opportunités sur tous ces marchés-là. Ensuite, on a des caractéristiques aussi qui sont un peu différentes.
je pense notamment aux valeurs locatives, mais je pense aussi au beau, hein, puisque vous le verrez, on va vous parler d'un marché européen, et on a des baux qui sont bien souvent beaucoup plus longs que les baux que l'on peut avoir sur le marché français. Voilà, donc ce sont des choses qui nous permettent aujourd'hui d'envisager et d'aller au-delà du marché français. Et puis, quand on voit le nombre de transactions aujourd'hui, on a besoin d'aller de toute façon sur ces marchés-là. Et puis la cerise sur le gâteau, bien évidemment, c'est la fiscalité, puisque quand on parle de revenus fonciers, et vous le verrez, la ponction fiscale sur des biens qui seraient investis sur des pays européens et notamment sur l'Allemagne n'est pas du tout la même et bien évidemment beaucoup plus intéressante. Alors, nous avons privilégié pour notre SCPI Europe Immo le marché allemand, et pour cela, on va vous présenter le marché avec Jans Göttler, qui est le directeur de notre société qui s'appelle La Française Forum Real Estate Partner. C'est le directeur de la partie allemande. Jans s'est spécialisé évidemment sur le marché allemand, le Benelux et les pays nordiques. Alors, comme son nom l'indique, Jans est allemand, mais rassurez-vous, pour ceux qui sont comme moi très doués en langue, il n'y aura pas de problème, parce que Jans, lui, n'a pas le même problème que les Français. Il parle parfaitement notre langue, donc ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors, la société Forum, c'est une société qui va s'occuper de sélectionner, de gérer, d'arbitrer, de trouver les biens des immobiliers que nous allons intégrer dans notre SCPI. Et la grosse différence que l'on peut trouver aujourd'hui par rapport à d'autres, c'est que nous allons gérer ces SCPI, les marchés immobiliers européens de l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des spécialistes locaux, Jans fait partie de cela, des spécialistes locaux qui vont nous sourcer l'ensemble des biens et non pas la Française qui va aller sur le marché allemand chercher des locaux pour intégrer dans sa SCPI. C'est un petit peu différent la démarche, mais je pense que c'est indispensable et ça va nous permettre d'avoir la vision des professionnels directement. Alors, cette SCPI, elle sera gérée de la même manière que nos SCPI françaises. Si l'on prend l'épargne foncière que vous connaissez, on va évidemment rechercher des biens corps, c'est-à-dire qu'on va aller se positionner sur les secteurs économiques dynamiques du pays. On va sélectionner des biens neufs ou récents, des locataires de tout premier ordre, évidemment, et des baux le plus long possible. Donc c'est une façon de gérer qui sera la même que celle que nous avons sur le marché français, mais avec des personnes qui seront des investisseurs locaux. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Jans. Je vous remercie de l'accueillir et nous sommes à votre disposition bien évidemment après pour toutes les questions que vous auriez. Jean-François, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les compliments concernant mon français. C'est un tout petit peu tôt pour moi ce matin aussi. Je vais faire des efforts. Merci. Je vais aussi essayer, comme c'est tellement tôt, je vais aussi essayer de vous, pour ceux qui ont eu une soirée longue, je vais essayer de vous réveiller avec mon accent fort, dur allemand. Excusez-moi. Alors, oui, le sujet de ce matin, l'immobilier autrement, une différente approche à l'immobilier. L'immobilier ailleurs, ça signifie toujours l'immobilier d'une manière autrement. Jean-François l'avait déjà dit. Ça commence avec la durée des bails, des baux, ça continue avec les exigences des locataires concernant un immeuble. Alors, les équipes dans les marchés sont super importantes et surtout dans ce marché extrêmement compétitif que nous l'avons aujourd'hui dans l'immobilier. Pourquoi est-ce que nous croyons que l'Allemagne est un marché immobilier intéressant pour des investisseurs privés, pour des investisseurs institutionnels aussi, ne pas seulement
demain et après-demain, mais sur le moyen terme. Quelles sont les raisons pour ça? Il y a 4 raisons que j'ai identifiées pour cela. Après, je vais donner un overview, une présentation de l'Allemagne et des marchés principaux immobiliers allemands. Alors ça sera un mix entre l'anglais et le français. Vous voyez, la présentation est en anglais, mais bon, j'espère qu'on va gérer ça. Alors, pardon. Pardon, non, il me manque. Sont partis quelques slides entre l'Allemagne et entre Francfort et Paris, les 2-3 premiers. Alors, le premier point que j'ai sur l'agenda, la réunification de l'Allemagne en 1990. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, elle commence d'être un succès. En 1990, on a eu un taux de chômage dans l'Allemagne de l'Est, dans l'ancien Allemagne de l'Est, de 20%, quelquefois 25%. Aujourd'hui, en Allemagne de l'Est, dans la partie Est de l'Allemagne, nous avons un taux de chômage de 9%. Il y avait le changement net de population dans l'ex-Allemagne de l'Est était de 2 millions d'habitants. Alors 2 millions d'habitants moins qui habitent aujourd'hui en Allemagne de l'Est, dans la partie Est, pardon, qu'avant la réunification. Mais c'est l'effet net. Il y avait, pendant ce temps, il y avait un mouvement énorme de gens, de population entre la partie Est et Ouest pendant les 10 ans premiers. Les Allemands de l'Allemagne de l'Est, de l'ancien Allemagne de l'Est, ont été dû intégrer dans les systèmes sociaux sans avoir contribué dans les systèmes, dans le passé. Imaginez 15 millions d'habitants, 15 millions de gens qui n'ont rien contribué au système social. Et l'intégration s'est fait d'une manière très tranquille, très bien gérée. Aujourd'hui, ça fonctionne, aujourd'hui, ça marche. Il faut, même pour nous, même pour moi, Allemands, il faut de temps en temps se dire ça et regarder ça. Alors, ce qu'on a pu faire dans les 25 ans passés. Aujourd'hui, l'Allemagne est, on peut dire, réunifiée. Les flux, le changement de population s'est stabilisé. Et comme j'avais dit, un indicateur taux de chômage en Allemagne de l'Est a atteint un niveau qui est gérable avec 9%. Alors, le slide est là. En même temps, 90 ou les années 90, les frontières vers l'est de l'Europe sont tombées. Et la première décade, les premiers ans étaient extrêmement durs. Vous vous souvenez peut-être les années 90 en Allemagne étaient vraiment, vraiment dures. L'Allemagne n'était pas du tout la locomotive en Europe, c'était plutôt derrière le train. Les sociétés allemandes ont quitté l'Allemagne, beaucoup de sociétés allemandes ont quitté l'Allemagne pour ouvrir des filiales en Europe de l'Est, où les coûts de travail étaient beaucoup plus bas, le niveau impôt était beaucoup plus bas, et ça a créé un besoin énorme d'être compétitif. C'est à cette époque-là où les sociétés allemandes ont commencé vraiment
de chercher, de chercher dans les coins, dans tous les coins pour réduire les coûts, pour être compétitif avec ces économies énormes en Europe de l'Est, cette compétition énorme en Europe de l'Est. Pendant les 14 ans entre 2000 et 2014, un exemple, les coûts de travail. Les coûts de travail en Allemagne par an sont montés de 1%, pendant que, comparé avec la France, c'était à peu près le double, même pendant cette époque 2014. Alors, compétition énorme. Et le deuxième effet de cette ouverture vers l'Est en Europe, et là aussi, il faut de temps en temps de se faire clair, de se souvenir de ces faits assez simples. L'Allemagne, tout d'un coup, était dans le centre de l'Europe. Jusqu'à 90, derrière l'Allemagne, il n'y avait plus rien. C'était le Iron Curtain, c'était l'Europe de l'Est. Tout d'un coup, frontières ouvertes, l'Allemagne se retrouve dans le centre, à peu près, de l'Europe. Et des autres pays qui étaient plutôt dans le centre sont bougés un peu vers les côtés. Alors, deuxième effet, long terme, qui a toujours aujourd'hui un effet très positif sur l'économie allemande. Oui, c'est discuter bien sûr, et pour des bonnes raisons, en France, chez nos partenaires, chez nos voisins. L'Allemagne, bien sûr, profite énormément de la zone euro. Ça c'est très clair. Le cours d'échange euro est trop favorable pour l'économie allemande. L'exemple le plus récent, ça s'est passé hier en Suisse, où le franc libéré, où l'euro tombe vers le franc libéré énormément. Et de l'autre côté, le stock exchange, la bourse, les cours en Suisse sont tombés de, c'était quoi, 10%, quelque chose comme ça. Et c'est dans une mesure, dans un mesure petit, dans un peu tout petit, plus petit, mais c'est ce que se passait peut-être aussi en Allemagne, si on revenait vers la Deutsche Mark, l'effet serait énorme, ça c'est clair. Et l'avantage pour l'Allemagne n'est pas seulement le cours d'échange, mais ça vient aussi du niveau des intérêts. Les intérêts en Allemagne sont comparés avec la situation économique et comparés avec nos voisins, trop bas pour ce qui se passe dans l'Allemagne économiquement. Alors ça, sont des effets qui, je pense personnellement aussi, sont des effets durables, au moins moyen, sinon long terme. Quatrième raison, là aussi, de temps en temps, il faut se faire, faut se rendre compte. Maintenant, j'ai retrouvé ce que j'ai cherché, se rendre compte de ces faits-là. Depuis 1969 et 2017, probablement, on aura dû 5 chanceliers. Et la chancelière, le chancelier au milieu, on l'appelle maman en Allemagne pour des bonnes raisons. C'est maman, Mutti, Angela Merkel. Et ça
comme signe de stabilité politique en Allemagne. 5 chanceliers dans 50 ans, alors un moyen de 10 ans par chancelier, une stabilité énorme, politique énorme. Et si vous regardez les noms, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, c'était des leaders, on ne parle pas de la politique aujourd'hui, mais c'était des leaders vraiment de qualité. Chacun entre eux avait eu des qualités très très fortes, très très forts. Et alors là aussi, on était doués, on avait l'avantage on avait de la chance avec les chefs du pays. Ça, les 4 raisons que j'ai identifiées, que je voudrais vous montrer ce matin pour vous dire oui, l'Allemagne a une base économique ou a un environnement économique qui est très favorable. Bien sûr, pas tout marche bien en Allemagne, ça c'est clair. Nous avons perdu malheureusement notre ability, on ne peut plus développer des grands projets, on ne peut plus construire un aéroport. Ça, on ne peut faire plus. On ne peut plus construire des opéras à Hambourg. Là aussi, le projet est devenu 3-4 fois plus cher que prévu et dure beaucoup plus longtemps. On ne peut même plus construire un gare à Stuttgart. Non, mais ce sont des grands projets qui traînent un peu en Allemagne. Ça, c'est clair. Il y a d'autres points à regarder, comparé avec la France. Et je suis toujours très impressionné quand je suis à la maison mère, la française, le nombre de femmes qui travaillent en France. C'est beaucoup plus facile pour les femmes, toujours aujourd'hui, dans un pays comme la France ou en Suède, par exemple, de travailler qu'en Allemagne. Alors, nous aussi, nous avons à faire encore beaucoup de travail, mais je crois que la base ou la base fondamentale en Allemagne est très très stable et très très positive aussi pour les moyens termes. Petit overview Germany, juste quelques faits importants. Les 6 villes principales, Berlin, la plus grande bien sûr, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Düsseldorf. Vous voyez Francfort qui fait un très bon marketing, Francfort avec 700 000 habitants, c'est comparé avec Paris, un village. Mais c'est un peu l'ordre de taille de ville en Allemagne. Taux de chômage de 6,3% au moyen en Allemagne. Il y a des pays, il y a des Länder en Allemagne, Baden-Württemberg, la Bavière, la Hesse, où le taux de chômage aujourd'hui est de 3,4% en Bavière, 3,4%. Baden-Württemberg 3,6%, la Hesse aux alentours de 4%. Alors il y a une grande partie en Allemagne qui voit aujourd'hui le plein plus de chômage. Le challenge est devenu plutôt de trouver des salariés. Et un des effets positifs, bien sûr, est que le paiement d'impôts, le niveau du paiement d'impôts en Allemagne a vu un record 2014. Et c'est pourquoi M. Schäuble, le ministre des Finances, a pu annoncer que 2014 était le premier an depuis une quarantaine d'années où le
le budget allemand était en équilibre. Alors il n'a pas dû faire des crédits nouveaux en 2014, un an plus tôt que prévu. Bien. Oui, le taux de chômage, ou le nombre de personnes qui travaillent. Vous voyez un très clair trend du développement. Le taux de chômage, les verts éclairs ou bas, où le nombre de personnes qui cherchent le travail, 2 700 000, et le plus bas des années de 15 ans dernières. Et aussi le nombre de personnes qui travaillent a augmenté constamment pendant les 10 ans, 15 ans derniers. Qu'est-ce que ça signifie pour le marché immobilier en Allemagne? Là aussi, peut-être avec l'exception du marché à Francfort, l'Allemagne ou les marchés allemands sont des marchés très stables. Il y a beaucoup moins de volatilité que dans un marché comme Paris ou à Londres, ce que a d'avantage, bien sûr. Ce que si le timing, si on attrape un bon timing à Londres, à Paris, ça peut marcher très très bien. En Allemagne, ce sont plutôt des marchés stables en termes de rendement et en termes aussi du niveau du loyer. En 2014, on a vu un record de transactions d'investissement en Allemagne. Nous étions à 40 milliards d'euros dans le real estate. Et la classe ou les bureaux, les investissements préférés par les investisseurs étaient encore une fois comme dans d'autres marchés, le bureau, alors les marchés de bureaux. Les investisseurs internationaux ont aujourd'hui une partie de à peu près 50% des investissements en Allemagne, ce que signifie que les acteurs allemands sont encore très actifs dans le marché. Ils sont convaincus, eux aussi, que les investissements en Allemagne sont des investissements intéressants pour les investisseurs immobiliers. Après quelques statements, quelques mots des experts ou au moins des gens qui disent qu'ils sont des experts en ce qui concerne le marché allemand, juste pour vous montrer, oui, il y a dans les différents marchés, dans les différents secteurs, dans les différents participants dans le marché, il y a une perception très positive du marché immobilier allemand. La partie des investisseurs internationaux dans le marché allemand a changé, bien sûr aussi, dans le passé. Vous voyez que dans l'année 2007, les Allemands n'étaient plus trop convaincus du marché allemand et la partie plus grande était des investisseurs internationaux. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les investisseurs allemands sont encore extrêmement actifs dans le marché et sont des compétiteurs très forts des investisseurs étrangers. Ce que Jean-François l'avait dit déjà, ce que signifie qu'il faut une présence dans le marché pour être compétitif
pour être capable de sourcer des immeubles, des investissements en compétition avec les investisseurs locaux. Sinon, la structure allemande est très mixte, vous le voyez ici. Il me faut beaucoup de je dois presser beaucoup le bouton, souvent beaucoup de boutons. Alors la structure est bien diversifiée comme en France aussi. Ce n'est pas seulement une seule source de capital sur les marchés immobiliers allemands. Là, les slides que je montre ici, surtout pour démontrer la stabilité des marchés immobiliers en Allemagne. Vous voyez les loyers prime et les loyers moyens depuis une dizaine d'années. C'est un marché stable, avec peut-être l'exception de Francfort, où le niveau peut varier assez largement, fortement. Différence aussi, si vous regardez le niveau de loyer, le loyer prime, vraiment le top, c'est à Francfort, aujourd'hui est de 30, 36, 37 euros par mètre carré par mois. Fois 12, alors on parle de 400, 450 euros par an. Alors ça, c'est vraiment, c'est le loyer top en Allemagne. Les villes comme Düsseldorf, Cologne, Stuttgart, là on parle de loyer prime aux alentours de 250 à 300 euros par mètre carré, ce qui est un loyer comparé avec des autres marchés assez relativement bas. Et surtout si on regarde la partie droite de ce slide, le loyer moyen, qui est beaucoup plus bas même. Nous avons parlé des marchés plus grands en Allemagne, les marchés, le Big Five, les grands 5, Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich. Ce sont vraiment les marchés principaux aussi pour les investisseurs internationaux qui sont actifs en Allemagne. Ce sont les Big Five. Et ce sont les marchés qui sont regardés, qui sont gérés aussi par des investisseurs qui ne sont pas présents directement en Allemagne. Alors un investissement à Hambourg, à Munich, à Francfort, on peut toujours faire de chez soi. Si on veut faire des investissements comme on le veut, à Stuttgart, à Düsseldorf, à Cologne, il vous faut une présence dans ces marchés, dans le marché domestique, dans le marché allemand. Vous voyez, le niveau de transaction est monté dans tout le marché à part de Francfort, où il y avait le nombre de produits disponibles a été assez limité l'année dernière. C'était la raison pourquoi il n'y avait pas plus de transactions à Francfort. Un mot sur les marchés différents, les marchés principaux différents. Berlin, le capital, encore une histoire assez intéressante. Berlin, pendant les 10-15 ans après la réunification, Berlin n'a pas voulu accepter son rôle comme capitale. Alors, typiquement allemand, on a discuté beaucoup, on n'avait pas de consensus. Berlin, oui, mais quand et comment on a essayé de s'organiser, on a essayé d'intégrer toutes les différentes opinions
Et il a fallu 15 ans pour que Berlin accepte son rôle comme capitale. Depuis 5-10 ans à peu près, Berlin est devenu un endroit extrêmement vivant, extrêmement attrayant. Alors, je travaille bien sûr pas pour l'Office de tourisme de Berlin, mais si jamais vous avez un long week-end ou quelques jours, il est très intéressant, il est très intéressant d'aller, de rester quelques jours à Berlin. C'est un mélange très intéressant entre l'art, la musique, la culture contemporaine et l'establishment, ce qui est l'establishment politique, économique. Berlin est aujourd'hui une ville extrêmement internationale. Dans le U-Bahn, il faut vraiment faire attention quand on entend parler allemand. Alors il y a beaucoup de nations qui sont présentes à Berlin. Et personnellement aussi, j'aime très très bien la ville pour sa culture, pour son mix très très intéressant. Mais pas seulement parce que notre fille habite depuis quelques semaines à Berlin. La ville est aussi devenue un endroit pour les jeunes. Beaucoup de jeunes déménagent ou vont à Berlin pour travailler, pour vivre, parce que c'est la ville la plus hip en Allemagne. Alors Berlin, pour nous, marché immobilier, j'ai oublié de parler du marché immobilier, pardon. Le deuxième marché immobilier en Allemagne avec 18 millions de mètres carrés de bureaux. Nous aimons Berlin non pas seulement comme des touristes, mais aussi pour son marché bureau. C'est un marché qui est en pleine transformation. Il y a encore beaucoup de sites qui sont pas construits. Alors tous les sites entre Berlin-Est et Ouest, où il y avait le mur, par exemple, il y a encore beaucoup de sites qu'on peut construire. Alors c'est une ville qui bouge, qui se développe. Beaucoup d'entreprises ouvre des bureaux à Berlin, international, national. Et c'est un marché qui nous intéresse beaucoup. Et là, exemple, il faut être présent dans ce marché pour éviter d'investir à des endroits qui sont peut-être pas intéressants moyen ou long terme. J'ai tourné la page du papier, mais pas sur l'écran. Munich, le plus grand marché immobilier bureau en Allemagne. Vous connaissez Munich, bien sûr. Une ville qui bénéficie beaucoup de l'économie extrêmement favorable dans l'Allemagne du Sud, avec, comme j'avais dit, un taux de chômage en Bavière de 3,4% à peu près. Munich, une ville très très riche, très 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 stable. Ma fille m'aurait dit que Munich est très boring, n'est pas du tout aussi intéressant que Berlin. Munich, stable, marché, bureau, très intéressant. Ville très chère. Très chère. Munich est devenu déjà très cher en termes de rendement, aussi dans les investissements bureaux. Nous sommes un peu hésitants. C'est pourquoi nous sommes un peu hésitants en ce qui concerne Munich, pour la raison du pricing. J'avais
je crois, oublié de parler de Francfort, la ville où j'habite. Quelle faute, je m'excuse, Francfort. Francfort, la ville de finance en Allemagne, la ville qui commande les loyers les plus élevés, la ville où le marché immobilier bureau qui est le plus volatile en Allemagne, où il y a le plus des promotions en plan. Mais un marché qui est très international, où la demande des investisseurs internationaux est très, très, très forte. Aussi des investisseurs allemands est très, très actif. Un marché qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt pour nos clients et comme marché d'investissement. Après Hambourg, deuxième ville d'Allemagne. Vous voyez déjà le niveau de loyer. Munich, Francfort, qui sont entre 37 et 33 euros par mètre carré. Hambourg, on parle déjà d'un niveau de 24 euros par mètre carré par mois. Alors là, vous voyez déjà la différence énorme et l'importance pour un utilisateur allemand de l'efficacité de son immeuble. Les utilisateurs en Allemagne sont moins intéressés dans l'immobilier j'appellerais l'immobilier de luxe, avec une pleine climatisation, avec des prestations luxe, avec des services luxe. Pour un utilisateur allemand, comme d'ailleurs dans d'autres marchés, marché français aussi, on parle probablement des nuances peut-être. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui peuvent travailler dans les surfaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mètre carré par personne qu'il faut louer. Un marché comme Hambourg, les étés ne sont pas chauds, pas trop chauds à Hambourg. Alors pourquoi une clim? On peut ouvrir les fenêtres. Et ce n'est pas seulement la stratégie des chefs des finances dans les entreprises, les controllers, mais c'est aussi l'idée ou le comportement des personnes, des salariés qui travaillent dans les bureaux. Les trois marchés plus importants en Allemagne, Francfort, Berlin, Hambourg, les quatre, Francfort, Berlin, Hambourg, Munich. Oui, très intéressant, quelquefois déjà cher, Munich et Hambourg. Alors, pourquoi ne pas regarder les marchés régionaux en Allemagne? On les appelle les centres, les forts centres régionaux. Vous vous souvenez que l'Allemagne est structurée d'une manière fédérale. Et les capitales des différents länders jouent un rôle très important dans leur marché. Il y a des parlements dans tous les capitales des länders. Il y a des cours dans tous les capitales. Il y a des représentations des grands prestataires de services dans tous ces marchés. C'est bien sûr une différence si vous comparez la France et l'Allemagne. Les centres régionaux jouent toujours un rôle différent. Aussi dans la perception des Allemands, une ville comme Hanovre, une ville comme Karlsruhe sont des endroits, des marchés dans lesquels on peut investir facilement. Alors pour l'investisseur allemand, être investi à Karlsruhe est quelque chose d'assez normal. Ce n'est rien de spécial. Si vous regardez par exemple le vacancy rate, le taux de vacances à Karlsruhe,
est de 2% depuis 3 ans. Alors un marché extrêmement intéressant pour nous, investisseurs immobiliers, et un marché qui est assez liquide en Allemagne, où on peut trouver un Allemand, un investisseur allemand surtout, pour un exit, une revente de l'immeuble dans quelques ans. J'arrive vers la fin de la présentation. L'immobilier en Allemagne est dans beaucoup de domaines très comparables avec l'immobilier dans notre marché. L'efficacité des immeubles est peut-être plus important. Bien sûr, nous avons aussi la tendance vers les immeubles verts, les green buildings, les immeubles qui utilisent, qui ont une utilisation sage de nos ressources, de cette planète. Il y a beaucoup de différences, comme dans tous les marchés immobiliers. Real estate is local, ça c'est clair. Ça commence par les systèmes impôts. Ça continue avec le niveau des loyers, ça continue avec la stabilité des marchés. Il y a moins de promotions en spec, en blanc, que dans d'autres pays. L'économie, mon avis personnel, notre avis de société, l'économie moyen terme va être dans un stage, dans un statut favorable, très favorable. Les données de base sont favorables, définitivement. Mais le dernier slide, est-ce que c'est encore intéressant d'investir en Allemagne? Est-ce que les marchés ne sont pas devenus déjà trop chers? Est-ce que c'est vraiment pas trop de risques? C'est un marché, ce n'est pas le marché domestique jusqu'à présent de la française. C'est devenu le marché domestique avec la reprise de la française Forum Real Estate Partners. Il y a un slide, il y a un graphe qui m'aide beaucoup de dire oui, aujourd'hui c'est toujours le bon moment d'investir en Allemagne d'une manière sélective. Si on connaît les marchés, si on est dans les marchés, présent dans les marchés, c'est celui-là. Le 10-year Bund, le 10-year government bond, l'obligation 10 ans, aujourd'hui est même plus bas. Nous sommes aux alentours de 0,7-0,6%. Alors, l'investissement risk-free, 10-year government bond, est de 0,6-0,7%. Où est-ce que nous sommes dans l'immobilier prime, immobilier de core? Nous sommes toujours aux alentours de 4,5%. L'écart qui est la surface verte, l'écart entre le risk-free, return risk-free et le return immobilier est énorme, est devenu très grand depuis quelques ans déjà et surtout beaucoup plus grand que dans l'année de crise 2007-2008, vous voyez où l'écart était minime. Sur cette base, je crois que c'est oui, aujourd'hui c'est toujours intéressant d'investir en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en Allemagne? L'immobilier est différent, ça c'est clair. Cet immeuble n'est pas à vendre, heureusement ou malheureusement. Alors, les immeubles sont différents, ça c'est clair. Les prestations sont différentes dans les immeubles. Et pour ne pas seulement trouver quelque chose comme ça, que tout le monde connaît, il nous faut, comme la société, la française, il nous faut une structure sur place, ce que nous avons avec les équipes, la Française Forum
Real Estate Partners à Francfort. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt de ce matin. Et je crois que c'est le temps des questions. S'il y en a, ce temps-là. Bonjour, j'aurais aimé savoir un petit peu les us et coutumes des Allemands par rapport à leur résidence. Ensuite, la rentabilité de l'achat d'un bien en Allemagne. Et en troisième, la revente. Qu'en est-il ? La question est marché résidentiel. Comment ça fonctionne ou les habitudes des Allemands. Là aussi, c'est un marché différent, en effet, comparé avec d'autres marchés européens ou internationaux. Les Allemands sont toujours très ouverts et très ouverts à la location d'immeubles. La possession de l'immobilier et où le niveau de possession d'immobilier est plus bas que dans d'autres marchés. Raison pour ça est aussi que les valeurs dans l'immobilier résidentiel dans le passé étaient encore une fois très 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 stables. Il y a des marchés comme par exemple Munich ou Hambourg, aussi Francfort, où on a vu une croissance de loyer, une croissance des valeurs dans le résidentiel. Notre maison, à nous, ce qu'on possède depuis 10 ans à peu près, ce qui est à 30-40 km de Francfort, la valeur n'a pas bougé. Alors, ce qu'on a payé il y a 10 ans, c'est encore la valeur aujourd'hui. Alors, il y a moins d'intérêt en Allemagne de ce côté-là, d'investir pour les privés dans le résidentiel. Et c'est pourquoi le taux, le niveau de possession du résidentiel est plus bas comparé avec d'autres pays. Une des raisons. Sinon, la vente, la revente fonctionne un peu comme partout. Mais un immeuble acheté une fois, ça aussi c'est peut-être une raison, maintenant que j'en parle, une maison qui a été achetée une fois par la famille, normalement ce n'est plus vendu, alors ça reste en famille. Alors le marché est aussi moins liquide probablement que dans d'autres pays. Alors, c'est vraiment l'investissement pour toujours, pour l'éternité. Bonjour, pouvez-vous nous dire un mot sur le traitement fiscal des revenus fonciers perçus en Allemagne par des investisseurs français ? Jean-François, est-ce que tu peux... je suis spécialiste immobilier, alors, j'espère, mais... Le principe, déjà, le premier principe, c'est la non-double imposition. Donc, tous les revenus des immeubles étrangers sont imposés avec la fiscalité du pays dans lequel ils sont. Alors, pour vous donner une petite ordre d'idée, en fait, il y a un taux de prélèvement qui est de l'ordre de 15%, mais si l'on prend l'ensemble des éléments, parce qu'en fait, en Allemagne, on va pouvoir amortir l'ensemble des biens, les charges, etc., à la différence de la France. Et de fait, on se retrouve avec une fiscalité qui est de l'ordre de 10 points. Je vais prendre un exemple concret, mais on pourra détailler cela plus précisément avec des simulations si vous le souhaitez. Mais quand on a 100 € de revenus fonciers en France, à peu près, si on a une tranche marginale de l'ordre de 40%, avec CSG, CRDS, il reste à peu près dans la poche de votre client 48-49 € environ. Ces mêmes 100 € investis dans une SCPI qui a des biens en Allemagne, sur ces 100 €, il restera dans la poche du client environ 90 €. Voilà.
Donc ça fait un taux réel de 10 points à peu près. Il n'y a pas de CSG, il n'y a pas de CRDS évidemment sur les revenus étrangers. Sans trop entrer dans le détail, dans la pratique, c'est une déclaration 2047. Alors, La absolument. SCPI vous délivre les justificatifs. C'est exactement le fiscaux, même etc. principe que sur une SCPI française, c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement un courrier qui va vous indiquer le montant à déclarer, que vous déclarez sur la 2047, qui sera reporté sur la 2044 et 2042. C'est aussi simple qu'une déclaration sur une SCPI française. Merci. Bonjour. Vous êtes donc en train de nous dire que dans le cadre d'un rapatriement des dividendes de la SCPI en France, il n'y a pas de fiscalité française. Vous avez un frottement, ne serait-ce que par rapport aux revenus qui vont venir éventuellement impacter la tranche marginale. D'accord ? Là, vous avez un frottement. Mais autrement, vous avez un crédit d'impôt, en fait. Vous avez un crédit d'impôt du montant des impôts. Et dans le cas d'un investissement à crédit sur une SCPI qui investit en Allemagne, les intérêts d'emprunt sont déductibles ou pas ? Vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt sur les éventuels immeubles français qui seront dans la SCPI. Mais vous ne déduirez pas les intérêts d'emprunt. Vous pouvez évidemment emprunter, hein, oui, bien sûr. mais l'intérêt sera moindre. D'accord. En revanche, comme cette SCPI-là a vocation à avoir un petit peu de biens français, vous pourrez effectivement utiliser ces intérêts d'emprunt sur la partie des revenus français. Excusez-moi pour cette question de déductibilité des intérêts d'emprunt, parce que ça ne se fait pas parce que l'impôt est prélevé à la source et déjà payé en Allemagne, oui. Ou c'est pour une autre raison qu'on ne peut pas déduire ces intérêts d'emprunt? Qu'est-ce qui explique en fait qu'on ne puisse pas déduire les intérêts d'emprunt, sachant que l'impôt est déjà payé? C'est une bonne question. La raison, si mes petits camarades ont la réponse, mais moi je ne l'ai pas, on est sur des revenus étrangers et on a emprunté en France. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne peut pas les utiliser. On peut bien évidemment emprunter, mais déduire des intérêts d'emprunt sur des revenus étrangers, c'est pas possible. Alors après, j'ai pas l'explication exacte du mécanisme, mais on vous répondra bien évidemment. Parce qu'a priori, la problématique porte sur la fiscalité. Si la fiscalité est déjà payée, logiquement, vous êtes censé pouvoir déduire ces intérêts. C'est d'où ma question. Si elle n'était pas payée, effectivement, rapatrier ses loyers en France et payer la fiscalité en France rendrait la déductibilité possible. C'est la raison pour laquelle, si la déductibilité se fait déjà dans le pays d'origine, les intérêts devraient être déductibles. Et pour l'instant, il y a un petit flou artistique sur ce sujet-là et j'arrive pas à trouver de réponse. Ça m'intéresserait. Je veux pas vous donner de fausses informations ou ne pas être suffisamment précis, donc je préfère pas vous répondre là-dessus parce que j'ai pas la réponse exacte. En revanche, je me fais fort de vous la délivrer volontiers. Merci. Très rapidement. Merci. Oui, bonjour. Le dernier slide montrait des rendements de l'ordre de 4,60, je crois à peu près, moyen. Qu'est-ce qu'on peut attendre net des fees de gestion de la SCPI? Ça devrait ressembler à quoi? Hors revalorisation des parts avec les arbitrages et autres, juste les rendements. Oui, l'objectif de rendement sur cette SCPI-là est de l'ordre de 4,50 après fiscalité, à peu près. En fait, on a des rendements qui vont être à peu près similaires, un tout petit peu inférieurs à ce qu'on peut avoir sur le marché français, mais comme la fiscalité, évidemment, est beaucoup plus attrayante, ça devrait nous permettre de distribuer un rendement de l'ordre de 4,50. Juste pour compléter ta réponse, Jean-François, les 4,50, c'était vraiment le prime, le super prime. Et notre stratégie, to be discussed, bien sûr, mais d'investir aujourd'hui dans le super prime pour des taux de rendement qui sont si bas,
Ça peut toujours être une stratégie. Ce n'est pas notre stratégie principale. Ce qu'on regarde, c'est vraiment les marchés. Ce qu'on cherche, c'est la stabilité du revenu. Alors les beaux long terme, Jean-François l'avait dit, on a signé le premier investissement en Allemagne avec un bail de 15 ans ferme dans une localisation qui a encore du potentiel, qui est la région Francfort, mais qui a encore un potentiel fort. Et le rendement initial de cette acquisition était de 6%. Alors un bail de 15 ans ferme, bonne signature, très bonne signature. Signature française, Saint-Gobain, mais qui a un potentiel encore. Alors, ce ne sont pas les 4,5% que nous cherchons. De la même manière qu'on ne s'intéresse pas forcément au super prime en Allemagne, on ne s'intéresse pas non plus au super prime en France parce que les rendements, effectivement, sont un petit peu en dessous de l'objectif de distribution de nos parts de SCPI. Il y a zéro d'indexation. D'accord. Il faut différencier entre le bail bureau et le bail commerce. En Allemagne, il y a la différence entre le bail d'un bureau et d'un commerce est beaucoup plus petit qu'en France. C'est-à-dire que si un bail, dans les deux cas, bureau ou commerce, vient d'une échéance, le locataire n'a plus aucun droit de prolongation, de renégociation. Les deux parties sont complètement libres de négocier le loyer. Alors ça, en effet, c'est une différence assez large dans le domaine des baux commerciaux. Le résidentiel est assez comparable. Le locataire résidentiel est très bien protégé en Allemagne aussi. Les parties commerce, les parties professionnelles sont beaucoup moins protégées. Alors moi, j'avais un renseignement à donner au niveau de la fiscalité. Je me suis un peu intéressé à Novapierre Allemagne, d'un de vos concurrents, qui a peut-être un avantage par rapport à vous, c'est que tout va être concentré en Allemagne, et donc la convention, la vieille convention entre la France et l'Allemagne va pouvoir s'appliquer à plein. Au niveau de la fiscalité, je dirais que c'est neutre. À la limite, peu importe qu'on déduise des intérêts ou pas, puisque d'après ce que j'ai compris, le fisc va calculer, va ajouter à vos revenus fonciers les revenus qui ont été perçus en Allemagne et qui auront déjà subi le prélèvement à peu près de 15%. Et une fois que le calcul est fait, vous avez un crédit d'impôt, comme vous disiez. Donc, à la limite, que vous ayez 50 ou que vous ayez 45 de revenus, on va avoir un impôt qui sera de toute façon neutralisé. Je crois que c'est ça l'explication. Oui, effectivement, dans la mesure où la fiscalité va être complètement annihilée par le crédit d'impôt, les intérêts d'emprunt n'ont plus lieu d'être. Mais je n'ai pas l'explication technique, donc je ne préfère pas m'avancer trop là-dessus. Mais voilà, on reviendra sur ce point-là. Mais effectivement, le fait d'avoir un crédit d'impôt supprime l'intérêt de bénéficier de ces intérêts d'emprunt ou de la déduction des intérêts d'emprunt. Par contre, en ce qui concerne les prélèvements sociaux, j'ai été surpris par ce que vous disiez, parce que moi, ce n'est pas l'info que j'ai eue. C'est-à-dire que quand le fisc va faire le calcul, il va bien calculer les prélèvements sociaux et a priori, on va bien les payer en France. Là
aussi, si vous voulez, on en reparlera, mais non, il n'y a pas de, Non, non, mais pas de prélèvement c'est sociaux. peut-être une Il y a pas de prélèvement une sociaux. mauvaise info que j'ai eue. Non, non. Là, pour le coup, je suis, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais moi je suis sûr de ce qu'on m'a annoncé. Ok. Et puis une dernière chose, est-ce que la SCPI va être à capital fixe ou à capital variable? Non, c'est une SCPI à capital variable. On a aujourd'hui sur la française plus aucune SCPI à capital fixe, en dehors évidemment des SCPI fiscales que nous pourrions sortir, mais sur les SCPI dites classiques de bureau, ce sont des SCPI à capital variable. Alors là, il y a un petit reproche qui va remonter, d'après mon expérience, que ce soit les clients ou que ce soit les conseillers, c'est est-ce qu'on va avoir chez la française un peu la même attitude que dans l'ex-UFG, où on avait un petit peu la manie de faire bouger un peu trop souvent les valeurs, soit à la hausse, soit à la baisse, ce que les clients n'apprécient pas trop, et par voie de conséquence, les conseillers n'apprécient pas trop non plus. Alors, vous êtes un petit peu dur avec nous parce que les modifications de prix de part n'ont pas été si fréquentes que ça, d'une part. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que pour nous, la correspondance entre les valeurs, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail, et surtout que je crois qu'il nous reste 2 minutes, c'est même fini, mais la correspondance entre les valeurs de retrait et les valeurs de réalisation sont très importantes. Et je vais prendre un exemple et je finis là-dessus. Cette année, enfin en 2014, nous avons distribué sur épargne foncière et multimobilier 2 une performance globale de 7%, 5 de revenus, je simplifie, 5,30, mais 5 de revenus et 2 points de valeur de part. Cette augmentation de prix de part n'a été possible que parce que nous avons une correspondance entre notre valeur de retrait et notre valeur de réalisation. Vous avez des SCPI sur le marché qui marchent très bien, qui se portent très bien, mais qui ont des valeurs de réalisation qui sont 15%, 20% inférieures à la valeur de retrait. Moi, je peux vous dire une chose, une certitude, c'est que ces SCPI-là ne sont pas prêtes d'augmenter leur prix de part. Donc à vous de choisir. On peut effectivement regretter que les prix de part bougent, mais moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Et au moins quand on achète, on sait ce qu'on achète. Quand on a une valeur de réalisation qui est équivalente à une valeur de retrait, on sait qu'on achète au bon prix. Voilà. Maintenant, ce sont des politiques de gestion différentes suivant les sociétés. Je vous remercie en tout cas et à votre disposition pour d'autres questions.